Habemus Papam. Le nouveau pape a donc été officiellement élu, une fumée blanche et la place Saint-Pierre qui se remplit sous les applaudissements. Événement mondial pour un tout petit État qui pourtant compte 1,4 milliard de fidèles. Le Vatican, bien que n'ayant pas beaucoup d'armes létales et n'ayant qu'une armée suisse d'à peine 100 soldats, est un État qui fait vibrer le monde. Et l'élection du pape est suivie à travers le monde entier. Même les plus puissants s'inclinent, attendent, justement parce que beaucoup savent que le pape, pas seulement la religion, mais aussi est un personnage politique. Le 267e pape a donc été élu, fumée blanche, après un conclave au niveau de la chapelle Sixtine, où 133 cardinaux étaient bel et bien réunis, et après quelques premières tentatives qui ont échoué, parce qu'il fallait absolument, selon la règle, au moins les 2/3, ce qui signifie 89 cardinaux sur 133 qui devraient prendre, qui ont pris part au vote. Le pape, c'est aussi une démocratie un peu cachée, où bien évidemment, après avoir été élu, annoncé par un cardinal français, choisi sur le fait qu'il est le plus ancien de tous les électeurs, eh bien, doit répondre aussi à la question, est obligé à répondre à la question, acceptez-vous être le nouveau souverain pontife? Bien évidemment, il peut dire non, il peut dire oui. Sauf que, en vase clos, on ne saura jamais s'il a dit non. On pourra toujours désigner quelqu'un d'autre. Au Vatican, donc, il y a aussi des règles pour la démocratie. Puisque ce ne sont pas tous les cardinaux qui prennent part à l'élection. Il faut avoir au trop 80 ans. Et d'ailleurs, on peut constater que parmi les derniers papes, le plus âgé à être élu était à 78 ans. Et le dernier pape, faut-il le dire, élu en 2013, n'a pas battu le record des dirigeants africains. Oui, les dirigeants africains sont peut-être au-dessus du pape, parce que chez eux, ils sont de véritables dieux. Parce que chez eux, ils ne respectent pas les lois qu'ils se sont fixées eux-mêmes. Les lois du Vatican sont là depuis des centaines d'années, mais n'ont pas changé. L'élection, tout le monde s'y soumet et tout le monde sait que lorsque la majorité est obtenue sans tricherie, eh bien le nouveau pape peut donc enfin apparaître au balcon et bien sûr choisira son propre nom. Le pape, même si certains peuvent dire que au Vatican il y a des vieux, mais tout au moins on a constaté là-bas qu'il y a une limite d'âge et que les papes
ne règne pas pendant 100 ans, 200 ans. Or, lorsqu'on voit certains dirigeants qui ne sont même pas puissants, dont les États sont classés parmi les derniers au monde, les pays pauvres et les plus endettés, c'est là où vous trouvez des hommes hyper puissants qui vont vous dire n'arrive pas au pouvoir qui veut, ou bien ne reste pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Voilà la formule de Paul Biya, le Dieu du Cameroun. Voilà la formule des dirigeants qui se font non seulement élire au forceps parce qu'ils truquent l'élection, donc transforment la fumée noire en fumée blanche, c'est selon le Conseil constitutionnel, ou bien ELECAM, ou alors la CENI, ça dépend selon des pays. Et aussi, en Afrique, on ne regarde pas, on ne respecte pas la Constitution. La Constitution est taillée sur mesure. Même les robes du pape ne sont pas taillées sur mesure. Il faut savoir qu'au Vatican, le pape, avant son élection, il y a un tailleur spécialisé qui doit donc coudre 3 robes. Lorsque le pape est connu, c'est là où il va essayer ces 3 robes et finalement va choisir une avec laquelle il va se présenter au balcon. C'est donc quelque chose qui est bien coordonné, bien huilé, bien respecté. Mais les chefs d'État africains étaient les premiers à aller pleurer au Vatican. Et ils étaient les premiers à dire comment est-ce que le pape était leur père, était leur inspirateur, qu'ils voudraient aussi imiter le pape. Mais sauf que leurs États sont dans la fumée noire. Ils règnent dans le noir, agissent comme des diables noirs et surtout finissent toujours par confondre le pouvoir à une affaire du terroir. C'est moi qui règne sur terre et peut-être même j'irai régner au ciel. Quand on regarde donc l'âge des papes élus et la durée de leur mandat, on est très loin des mandats qu'on voit en Afrique avec par exemple Robert Mugabe qui rêvait rester là pendant 100 ans. On est très loin, bien évidemment, de Paul Biya aujourd'hui, qu'on continue à dire à Abemous Papam que Paul Biya règne, lui qui a déjà vu 1, 2, 3, 4 papes, et qui continue à vouloir rester au pouvoir pour régner pour des siècles et des siècles sur terre. Paul Biya, le pape de l'âge, le doyen des chefs d'État, lui, n'entend pas lâcher le pouvoir. Il continue à vouloir dire que je suis prêt à vous servir, même si c'est étant dans la tombe. Mais Paul Biya n'est pas seul. Bien au contraire, il a inspiré aujourd'hui des apôtres. On peut déjà même parler de l'Église sans Paul Biya, puisque la façon dont il multiplie les mandats, même ceux qui avaient juré la main sur le cœur, baisant la Bible, ou pratiquement léchant le Coran, disent désormais, le pouvoir est sucré. Nous ne partons plus. On a vu ça avec Alassane Ouattara. Il a dit que lui ne pouvait même plus faire un autre mandat. Pardon, laissez-moi, je veux aller me reposer. Je veux aller me reposer. Et bam, le même Ouattara est revenu pour multiplier
les mandats comme Paul Biya. La mode en Afrique, c'est qu'on dit que ce sont des vieux présidents qui veulent s'accrocher au pouvoir. Mais le problème, c'est que beaucoup ne sont pas arrivés là étant vieux. Paul Biya n'est pas arrivé au pouvoir étant vieux. Faure Gnassingbé n'est pas arrivé au pouvoir au Togo étant vieux. Et pourtant, le Togo, à l'instar du Gabon, d'Omar Bongo, où le pouvoir est allé de père en fils, le Togo, lui aussi, se retrouve dans un système de démocratie monarchique où Faure Gnassingbé s'inspire désormais de Paul Biya. Oui, Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir. Étant jeune, il avait 38 ans. 38 ans. Comme on dit que, oui, les jeunes. Il avait 38 ans. C'est son père, Gnassingbé Eyadema, qui avait récupéré le pouvoir après avoir assassiné un président démocratiquement élu. Il est resté au pouvoir pendant 38 ans. C'est-à-dire que quand il arrive au pouvoir là, c'est là où il fait son enfant, Faure Gnassingbé. Et quand il voit que il commence à avoir des problèmes de santé, en 2002, il change la constitution. Et il dit, désormais, pour être chef de l'État, puisque l'âge requis était de 45 ans, il ramène ça à 35 ans, exactement l'âge qu'avait son fils. Donc il avait déjà prévu que son fils deviendra président, deviendra pape. Parce que là, ce n'est pas le président, c'est le pape du Togo. En 2005, voilà Faure Gnassingbé qui meurt parce qu'il n'a pas été capable de construire un hôpital. Il meurt dans un avion parce qu'il allait en évacuation sanitaire. Faure Gnassingbé devient donc l'homme fort. Et c'est comme ça que, piétinant la Constitution, va finir par devenir chef de l'État. Et depuis 20 ans, celui qui était un petit garçon est devenu un véritable Paul Biya en Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, c'est lui qu'on considère même comme un sage. Puisque vous allez le voir, s'il y a des problèmes entre la RDC et le Rwanda, c'est lui qui est le médiateur. S'il y a des problèmes entre la CEDEAO et les pays de l'AES qui ont déjà formé un autre bloc, c'est toujours Faure Gnassingbé qui est l'homme fort. Et c'est ce fort-là qui, bien évidemment, pour donc pérenniser son pouvoir, a encore créé un autre droit canon. Oui, celui-là est alors merveilleux. Il a inventé ce qu'on appelle maintenant une démocratie parlementaire. Tout le monde a applaudi. On croyait donc que pour la nouvelle constitution de Faure, qu'il allait lâcher complètement le pouvoir. On croyait que la nouvelle constitution devait être soumise à un référendum. Donc, une consultation populaire. Mais l'homme fort, Faure Gnassingbé du Togo, a tout simplement dribblé comme ça, à l'instar de Paul Biya qui, chaque fois, change de constitution. Tantôt aujourd'hui c'est 7 ans, après vous dites que après maintenant c'est à vitam aeternam, alors que c'est le même Paul Biya qui,
en 2008 disait que désormais, un chef de l'État au Cameroun, c'est seulement 2 mandats de 7 ans. Donc, 14 ans. Dès qu'il voit que ça finit, il change encore. Le Cameroun était souvent à des mandats de 5 ans. Paul Biya a mis à 7 ans pour 2 fois 2. Et maintenant, c'est 7 ans fois n puissance n. Faure Gnassingbe, s'inspirant donc de son nouveau père, Paul Biya, et sachant que l'Assemblée nationale est unicolore, a donc fait voter à cette chambre d'enregistrement sa nouvelle constitution, qui lui confère donc des droits à la Paul Biya. Mais cependant, une belle trouvaille lumineuse. Mesdames et messieurs, pour la première fois, un chef d'État démissionne, mais reste en fonction. Oui, ça se passe au Togo. Au moment où je vous parle, depuis le 3 mai 2025, Faure Gnassingbe n'est plus président de la République du Togo. Applaudissez. Oh, oh, yunga. Bon, c'est ça non? C'est donc bien. Est-il parti à la retraite au village? C'est ce que vous croyez? Mais non. Faure a fait encore plus fort. Il est devenu cette fois-ci président du Conseil des ministres. C'est-à-dire que c'est le gouvernement, c'est lui qui a la tête du gouvernement. Et maintenant, le président, Faure a trouvé un président. Papa. Le président là, lui n'a aucun pouvoir. Hein. C'est-à-dire que, même pour simplement, je dis que même s'il veut signer un truc concernant un prix de la sucette, il doit demander à Faure. Il est là lui-même, il ne comprend pas. Quel est son poste? Comment il est devenu président puisqu'il était opposant? Exactement comme Paul Biya fait souvent avec nos opposants là. C'est comme on vous disait que Paul Biya a nommé Momo Jean de Dieu président de la République. Et pendant que Momo est président de la République, Paul Biya devient président du Conseil des ministres. C'est-à-dire que c'est lui qui commande tous les ministres, c'est lui qui dirige tout le gouvernement. L'autre là, il est seulement assis. Monsieur le Président, ouais, monsieur le Président. C'est comme les présidents Feman qu'on envoie là, en boîte de nuit. Même en boîte de nuit, ils ont quand même un peu de pouvoir. Mais au Togo, le président choisi par Faure Gnassingbe est presque quasiment mourant. C'est-à-dire que il y a des candidats à gauche et à droite. Mais le gars, pour dire que vous voyez comment il y a alternance, il va prendre un opposant qui avait déjà faim, qui était déjà fatigué, qui a même des problèmes de santé, qui même pour marcher, je vous dis que c'est exactement comme Yad Dufendi. Oui, c'est lui qui est donc le président du Togo. Mesdames et messieurs, Paul Biya inspire le monde entier. Paul Biya a fait maintenant du Togo une région du Cameroun presque, parce que Faure aujourd'hui est devenu son apôtre. Lui, dans l'église de Papa Paul, dans la congrégation de Papa Paul, où les chefs d'État africains voient toujours la fumée blanche à chaque élection, puisqu'ils contrôlent tout, eh bien, Paul Biya est devenu le véritable pape. Que dis-je?
le véritable Dieu sur terre. Voyons donc ce qui se passe dans le petit enfer, ou alors dans le petit Vatican du Togo, où règne un des apôtres de Paul Biya, Faure Gnassingbé, l'homme fort du Togo. Et regardez la passation de pouvoir. Le voilà qui va partir pour revenir. Voilà la cérémonie de départ de Faure Gnassingbé. Il n'est plus président à partir de cet instant, bientôt. Voilà. Voilà Faure. Il remet le drapeau. Voilà. Il n'est plus président de la République. Mais il a remis le drapeau. Bon, au revoir alors, pardon. Pas de mon Niger, même au Burkina. Bon, on va voir ce qu'il va faire, s'il va prendre l'avion. Distingués invités, mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Voilà. Ouais, le Vatican du Togo. Vous voyez ça? Sans effusion de sang, alternance à la tête de l'État. Plus rien n'étant à l'ordre du jour de la présente séance, elle va être levée. La parole va être redonnée au maître des cérémonies pour la suite du programme. Mais auparavant, Excellence, Monsieur le Président du Conseil, permettez aux membres de la Cour de s'approcher de vous pour une photo souvenir de ce grand moment. Les membres de la Cour, photo souvenir. Donc c'est fini. Et c'est fini fort. Ouais. Et que ça arrive aussi au Cameroun un jour. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous invitons à présent les membres de la Cour constitutionnelle à bon vouloir se mettre en place pour la photo souvenir avec son Excellence, Monsieur le Président du Conseil, chef suprême des armées. C'est fort ça. Non. Moi-même, je reste ici parce que comme les armes peuvent sortir comme ça. Le Togo nous parle. 86 ans, un ancien opposant devenu président de la République? Non, ce n'est pas un scénario de film, c'est ce qui vient d'arriver au Togo. Ce 3 mai 2025, le Togo a élu le tout premier président de sa 5e République. Mais attention, ce président n'a aucun pouvoir exécutif. Hein? Pourquoi ce choix? Et qui est vraiment Jean-Lucien Savy de Tobé? C'est le parti au pouvoir, l'UNIR, qui a proposé son nom. Et comme il est ultra majoritaire au Parlement, le vote n'était qu'une formalité. 150 voix pour sur 150 exprimées. Une élection rapide, sans surprise, mais hautement symbolique. Né à Mission-Tové, au nord de Lomé, cet homme a traversé toute l'histoire politique du Togo. Diplômé de Bordeaux et Naples, il entre dans les hautes sphères dès 1967, avant d'être accusé de tentative de coup d'État en 1979. Résultat, 10 ans de prison, mais il revient sur la scène avec le multipartisme, fonde un parti, puis devient ministre sous Faure Gnassingbé en 2005. Un destin étonnant, marqué par les ruptures et les retours. Le président de la République version 5e République togolaise, il incarne l'unité nationale, veille à la continuité de l'État, mais n'a aucun pouvoir réel. Ces gestes doivent être validés par Faure Gnassingbé, désormais président du Conseil. Il peut accréditer des ambassadeurs, accorder des grâces individuelles,
mais toujours avec contre-signe. Le choix de Sadi de Tové n'est pas anodin. Il vient du sud du pays, tandis que le président du Sénat est du nord. Et l'Assemblée est dirigée par un autre profil régional. Une façon pour le pouvoir de donner une image d'équilibre, tout en maintenant les commandes. À 86 ans, Jean-Lucien Sadi de Tové devient le visage symbolique d'une république repensée. Mais cette nouvelle architecture politique est-elle vraiment démocratique ou simplement cosmétique? Qu'en pensez-vous? Est-ce un vrai tournant pour le Togo? Voilà. Est-ce un vrai tournant pour le Togo? Bien évidemment, vous avez pu constater qu'il est assis comme Nyat Difendi. Ah, le président de l'Assemblée nationale, à peu près comme si Paul Biya quittait et tout dit. Et après, il nomme Nyat Difendi, puisque Nyat Difendi lui-même, il était d'abord en prison aussi. N'oubliez pas que lors du coup d'État de 1984, Nyat Difendi était en prison, c'est-à-dire qu'on reprochait à Nyat Difendi d'avoir voulu renverser Paul Biya. Mais aujourd'hui, Nyat Difendi, qui ne marche plus, est censé remplacer Paul Biya. C'est exactement ce qui se passe au Togo. Où donc, pratiquement, aujourd'hui, Faure Gnassingbé est devenu un autre pape, puisque c'est lui, même s'il y a des cardinaux qui décident à côté, soit dit en passant, le nouveau pape d'ailleurs, le 267e, et ça tombe très bien, c'est un Américain. Jean Prévost, je crois, Prévost, c'est comme ça qu'on l'appelle, il est américain, et c'est dans cette optique-là que Faure, bien également aussi, lui, homme fort, a décidé de faire de ce monsieur, de ce vieillard, un président. Ça montre donc jusqu'où aussi on peut manipuler l'opposition. Beaucoup qui vous disent là qu'ils sont des opposants, ils sont prêts subitement à changer de langage pour devenir des proposants et finalement entrer au gouvernement ou même tout simplement jouer le jeu du gouvernement. Voilà donc ce qui se passe au Togo et c'est ce qu'il faudrait éviter aussi au Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, l'alternance, c'est d'abord quelque chose que tout le monde demande. Après avoir servi l'État, il faut aller se reposer. Il faut laisser d'autres diriger. Or, actuellement, on constate que c'est la même chose, c'est la continuité, c'est l'alternance dans la théâtralité. Et bien évidemment, vous allez voir que c'est l'histoire du lion et du rhinocéros qui se raconte actuellement au Togo, où le vieux lion prétend céder le pouvoir au rhinocéros. Qui va donc diriger dans cette républiquette du Togo, exactement comme au Cameroun, où on vous dit, et il y a un président de la République, et il y a un chef du gouvernement qui est Premier ministre. Mais en fait, à quoi sert le Premier ministre au Cameroun? À rien du tout. À quoi sert le président au Togo? À rien du tout. C'est-à-dire que Faure Gnassingbé a copié chez Paul Biya et il a juste renversé des rôles. Où maintenant, lui, à peu près comme Premier ministre, devient très puissant. Regardez donc le pouvoir. Le despote avait tout prévu et tout verrouillé. D'abord, une nouvelle constitution rédigée et votée dans l'ombre par des députés dont le mandat était expiré. Et surtout, sans référendum. C'est un braquage constitutionnel qui a servi de passerelle à un basculement vers un régime parlementaire validé par une cour constitutionnelle qui, dans une chorégraphie abjecte, installe Faure Gnassingbé au sommet d'un pouvoir désormais baptisé Conseil des ministres. Mais à ce moment d'investiture, censé être sacré, des masques ont glissé. Et ce que le monde entier a vu, c'est un pouvoir qui touche, qui oublie, qui hésite. Un pouvoir qui peine à se donner des attributs. Premièrement, après la lecture du serment, juste avant que le drapeau ne soit remis au nouveau président du Conseil des ministres, le président de la Cour constitutionnelle appelle solennellement le grand chancelier des ordres nationaux pour remettre les insignes au nouveau chef. Sauf que celui-ci, il ne les a pas. J'invite à présent le grand chancelier des ordres nationaux pour la remise des attributs de grand maître au président du Conseil.
Où sont les attributs? Donc, il faut pas oublier ça. Écoutez. Clément Atarna. Clément Atarna du Togo. Ces attributs ne sont pas encore à la disposition du grand chancelier des ordres nationaux. On pourra éventuellement après cet expressif moment raté, le président de la Cour déclare que le grand chancelier des ordres nationaux n'a pas les attributs sur lui et Faure est allé se rasseoir sans attributs. Malgré cet oubli significatif, la cérémonie continue. C'est comme si on vous dit que le président n'a pas de cordon. On a oublié. Sans insigne d'un pouvoir. Vous partez vous marier sans alliance. Premier incident d'un grand temps. Et comme si le malaise devrait s'épaissir, juste avant cela, le président de la Cour constitutionnelle, en pleine envolée pour proclamer la salle comme temple d'une parodie du droit, est pris d'un violent chat dans la gorge. Sa voix se casse, il tousse, s'excuse et reprend. J'ai l'immense plaisir de vous souhaiter, au nom de la Cour constitutionnelle, une cordiale bienvenue à cette audience solennelle de prestation de serment du président du Conseil. Comme vous pouvez le voir, cette magnifique salle qui nous accueille a été transformée pour la circonstance en temple du droit. Temple du droit. Office du juge constitutionnel. Ouais. Ainsi que l'atteste notre logotype accroché derrière nous et gravé dans la sentence. Voilà, le mensonge. Cela aurait pu paraître mais cela survient précisément le nouveau régime cherche à se sacraliser, où la nouvelle constitution est censée lui conférer une légitimité absolue. Et pourtant, le corps trahit la parole. La voix du droit s'étouffe au moment même où elle veut s'imposer. Comme si l'ordre constitutionnel lui-même refusait d'être proclamé avec aisance. Puis, dans ce climat étrange, c'est un homme de 85 ans, Jean-Lucien Savy de Togo, fragile, appuyé sur une béquille, qui prête serment comme président de la 5e République. Regardez le président, regardez l'entrée de Niak. Il a copié Paul Biya. Voilà le président. Voilà le nouveau président du Togo. Le voilà. Il ne connaît même pas là où il doit s'asseoir. Il a la canne. Vraiment. Regardez le type-ci. 86 ans. Devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté nationale, nous, Jean-Lucien Kwasi Lagnon Savy Ntombé, président de la République togolaise, élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement fidélité à la Constitution de la République et nous engageons à consacrer nos efforts au bien-être du peuple togolais et de travailler à la consolidation de l'unité nationale. Une voix rouillée, fatiguée, une apparence qui porte un message clair, disant que le vrai pouvoir ne réside plus là. On a choisi une figure presque inoffensive pour vider de sa substance le rôle présidentiel. Et ainsi, Faure Yacine peut s'installer à la tête de l'exécutif sans contre-pouvoir ni voix discordante. Pourtant, Jean-Lucien Savy de Tombé fut jadis un opposant au père de Faure Yacine, un homme qui s'était levé contre la dictature de Yadema. Il a été d'ailleurs accusé de tentative de coup d'État contre le régime de Yacine et Yadema, ce qui a conduit à son emprisonnement pour une durée de 10 ans. Certes, c'est un homme politique modéré, mais qu'est-ce qui a changé entre-temps? Qu'est-ce qui a pu briser cette ligne de résistance qu'il empruntait? Pour qu'aujourd'hui,
cet ancien opposant accepte de devenir d'abord ministre, ensuite président de la République, désigné par le parti du fils du dictateur qu'il combattait hier et qui s'est accaparé le pouvoir en bravant toutes les règles d'un jeu politique ouvert. Voilà l'un des vrais drames qu'on peut appeler trahison de l'histoire. La preuve que nous avons sur notre continent un problème de vision avec des acteurs politiques dits de l'opposition qui finissent presque tous par penser à eux, à leur vie, à leur confort et jamais à la nation. On pourra aussi dire que pour préserver la paix, la voie du dialogue. C'est peut-être ce que cet ancien opposant a fait. Mais cette prestation de serment du président du Conseil des ministres, censé asseoir un pouvoir nouveau, n'a pas seulement été mal orchestrée, elle a été révélatrice d'un malaise profond que les signes interprétatifs ne cachent plus. Et au-delà des symboles, il y a des faits. Faure Gnassingbé est un médiateur reconnu, dit-on, notamment dans les cercles de la CEDEAO. On aurait pu espérer que cette expérience serve à apaiser les relations entre le Bénin et le Niger, à encourager le dialogue et à réconcilier. Mais non, il a préféré des coulisses qui lui permettent de détourner une part des marchés du port autonome de Cotonou, affaiblir son voisin le Bénin et devenir le bras logistique de l'AES. Il a activement participé à la cristallisation de la rupture entre les deux États, au lieu d'en être l'architecte de la résolution. Certes, on ne peut pas totalement lui en vouloir, car au fond, le Niger avait besoin d'une porte de sortie face à une CEDEAO aux abois. Mais sa précipitation a en fait une récupération politique, afin de se construire une cote de popularité et profiter de l'occasion pour confisquer à nouveau le pouvoir, révèle plutôt qu'il a fait preuve d'un opportunisme sous un élan de judaïsme. Et d'ailleurs, on ne pouvait pas espérer mieux de lui, puisque après 58 ans de la dynastie Gnassingbé, le Togo est aujourd'hui fragmenté par le tribalisme et saccagé par la dictature. Alors que dictature. Un président du Conseil sans attribut, investi par un président de la Cour sans voix, à travers une cérémonie sans cohérence. C'est un pouvoir qui, malgré les apparences, ne parvient pas à cacher ses carences. Maintenant, le roi. Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur la DK Plus TV. Forêt Noire, le lion cède le trône au Fakoché Kasongo. C'est désormais officiel. Hier samedi 3 mai 2025, dans la Forêt Noire, un grand changement a eu lieu. Le lion a quitté son poste de roi et a remis le pouvoir au Fakoché Kasongo. Le lion ne quitte pas la scène pour autant. Il devient président du Conseil des carnivores, un rôle important dans la gouvernance animale. Cette décision marque une belle alternance saluée par tous. Mais une question reste sur toutes les lèvres. Qui fera la loi maintenant dans la jungle? Les animaux attendent avec impatience les premières décisions du nouveau roi. Non, la famille, affaire des nouveaux présidents. Bon, c'est de voir qu'elle a bien, c'est brouillon. Sinon là, je ne comprends plus rien. Non, quand on dit que le Togo c'est une palais organisée, vous pensez qu'on vous met au Togo c'est une palais là. Ils se sont débrouillés à aller amener Paul Biya au Togo ici pour être président. Paul Biya au Togo? Vous voyez déjà, hein? Regarde, les gens qui ont des pieds, ils n'ont pas pu diriger le pays là. Et c'est celle qui a 3 pieds là qui pourra faire quelque chose dans le pays là. Ah non, jamais. Hey! Papa, Paul Biya, vous n'avez pas un enfant comme moi pour vous conseiller. Est-ce que vous avez besoin de vous salir les mains avant de rejoindre dans cette table là? Non, c'est assez un peu. Oh, Jazo, Ragamoui, oh, les fanatiques, il n'y a pas quelqu'un pour me donner un visa. Je vais quitter.
C'est trop, c'est trop quitter. Ici à terre. Paul Biya au Togo. Paul Biya au Togo, Paul Biya au Togo, Paul Biya au Togo. Mesdames et messieurs, ça peut faire rire, mais en même temps, ça montre jusqu'où Paul Biya peut nuire à l'image de l'Afrique. Ça montre jusqu'où Paul Biya inspire négativement la jeunesse et tous les dirigeants africains. Ça montre jusqu'où l'Afrique, comme on disait, mal partie, n'est même pas partie depuis l'arrivée de Paul Biya. Lui, à l'époque, on a vu Ahidjo abandonner le pouvoir, même si d'aucuns vont nous dire, et d'ailleurs Bourdi va témoigner tout de suite, on a vu des gens qui, comme Senghor, ont lâché le pouvoir. On dit qu'ils partaient. Mais comment se peut-il que, actuellement en Afrique, dès que quelqu'un s'installe, il veut seulement faire comme Paul Biya? Il ne veut plus partir. C'est devenu son affaire. Regardez donc, le Cameroun est devenu la risée du monde entier. Partout où on parle de trucage des élections, partout où on parle de dictature, partout où on parle de tribalisme, on évoque le nom de Paul Biya. On évoque Paul Biya comme le pire exemple de l'Afrique. Le dirigeant qui, bien évidemment, la seule chose qu'il sait faire, alors que c'est en Côte d'Ivoire où on parlait de boulanger à l'époque de Gbagbo, mais il enroule et roule tout le monde dans la farine. Pour un pouvoir qui de plus en plus devient dur, un pouvoir inutile et un pouvoir où on ne veut même plus que même l'opposition se présente. Quand il y a un opposant, on cherche à l'écraser, on cherche à l'éliminer, à le disqualifier pour qu'il ne se présente même pas à l'élection présidentielle, pour qu'il n'y ait même pas la moindre chance. On fabrique ses propres opposants. Et en même temps, on prend un petit poste, on leur donne, voilà la démocratie façon Paul Biya. Et aujourd'hui, pour l'élection de 2025, exactement ce qui s'est passé au Togo, c'est ce que Paul Biya cherche à vouloir reproduire encore une fois de plus au Cameroun. Mais sauf que c'est encore beaucoup plus grave. Puisqu'il a inspiré même Ouattara qui a déjà éliminé certains de ses opposants. Paul Biya, lui, également aujourd'hui, sa préoccupation principale, c'est d'éliminer l'un des opposants les plus virevoltants, les plus percutants, à savoir Maurice Kamto. Et pour le faire, bien évidemment, il utilise non seulement tout ce qu'il détient comme pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, un conseil constitutionnel totalement à la remorque, comme vous avez vu celui qui parlait là, exactement comme à Tangandji. 2025, Paul Biya a donc déjà programmé, malgré le fait que lui, le pape, qui apparaît une fois par an ou deux fois par an, vient parler aux Camerounais, mais cependant, dit que dans son Vatican de Yaoundé, il vivra ad vitam aeternam, et son seul combat, son seul ancien Nouveau Testament, c'est toujours broyer les opposants.